violence, un foyer, une enfance volée. Manon n'a que quelques mois quand son père disparaît. Un autre homme prend sa place. Il les reconnaît comme ses filles. Mais derrière les sourires, la violence s'installe. Sa mère frappée, sa sœur brisée. Et elle, on lui retire son innocence. Elle a 4 ans quand il l'allonge sur un lit. 4 ans quand il l'oblige à regarder un film pour adultes. 4 ans quand son enfance s'arrête. Son père est loin, sa mère est prisonnière. Manon n'a plus de bouclier. Puis, la maladie frappe sa mère. Et la voilà placée, séparée de sa sœur, plongée dans un nouveau cauchemar. Dans ce foyer, la violence est partout. Un soir, elle monte la garde devant une salle de bain. Derrière la porte, des cris, des abus. Elle sait que si elle ne guette pas, ce sera elle. Alors, elle se tait et elle fait le guet. À 13 ans, elle fugue. Elle croit fuir l'enfer, tourner la page. Mais sur sa route, elle croise une femme plus âgée, qui lui tend la main, qui lui promet un toit, de la nourriture, une chambre, mais en échange, son corps. Aujourd'hui, Manon est là pour rétablir la vérité. Que s'est-il réellement passé durant son enfance? Qu'a-t-elle subi dans le silence? Et surtout, qu'a fait la justice face à son histoire? Bienvenue dans StoryCube. C'était mon père et quand j'avais 5 ans, il est resté assis à côté de moi à m'observer alors qu'il m'obligeait à regarder un film. Et au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma maman qui traversait la pièce, qui est venue s'encastrer dans une vieille horloge anglaise tout en verre, qui a explosé de partout, il y avait du sang partout. J'appelle ma sœur et je lui dis écoute, je sais que j'ai vécu ça. Dans ce que j'ai vu, tu étais là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que ce soir-là, il m'a vu et tu étais à côté et tu m'as regardé? Elle m'a dit oui. Et puis je me retrouve dans une forêt à me faire abuser, clairement, en étant pleinement consciente de ce qui se passe cette fois-ci par ce garçon. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. Je suis née dans une famille, tout ce qu'on pourrait dire d'apparence des plus classiques. Donc mon papa biologique m'a abandonnée à la naissance quand j'avais quelques mois. Et ma maman s'est remise en relation avec ce que j'ai considéré comme mon papa, du coup. Pendant quelques années, même si ce n'était pas mon papa biologique, pour moi c'était la personne que je connaissais depuis bébé. Et donc finalement c'était mon papa. Et cet homme-là en fait m'a élevée vraiment comme sa fille. Et quand on regardait notre famille d'apparence, on était une famille très aisée. C'est vrai qu'on avait énormément de moyens. On était une famille aussi qui était très impliquée dans la vie religieuse. Mes parents allaient à l'église, ils étaient connus dans ce milieu-là. Donc vraiment, on était un peu la petite famille parfaite. Et puis finalement, quand on fermait la porte, c'est pas du tout ce qu'on pouvait vivre à l'intérieur. D'apparence, on avait une famille qui était totalement normale. Et puis tout a commencé quand j'avais 4 ans. Il faut savoir que tout ce que j'ai vécu en étant petite, j'ai fait un total blackout. C'est-à-dire que je ne m'en suis rappelée que quelques années plus tard, suite à un élément déclencheur. Mais je vais quand même vous les raconter comme si je m'en souvenais au jour le jour, on va dire. Et donc tout a commencé quand j'avais 4 ans. Et c'est vrai que mon père a toujours été plus attentif à moi qu'à ma grande sœur. Ma grande sœur a 5 ans de plus que moi. Et moi, j'étais celle qui était très intelligente, celle qui réussirait bien à l'école, celle qui était gentille, celle qui était polie. Et ma grande sœur était plutôt la ratée de la famille, celle qui prenait le plus de coups. Et c'est vrai qu'on était battues toutes les deux, mais moi j'avais l'impression d'être moins violentée qu'elle, sans forcément toujours comprendre pourquoi. Mais on subissait des violences un peu pour tout et pour rien. On subissait des violences, par exemple, on avait une mauvaise note à l'école. Si on ne revenait pas avec une moyenne de minimum 8 sur 10, on se faisait battre. On pouvait passer des heures enfermés à la cave pendant qu'ils battaient notre mère. Et je me rappelle d'une fois, j'étais petite, j'avais 4-5 ans. Ils nous avaient mis à la cave, ma sœur et moi, et on entendait des cris et des cris. Et ils nous avaient formellement interdit de monter. Mais j'entendais tellement crier en fait que je suis quand même montée voir ce qui se passait. Et au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma maman qui traversait la pièce, qui est venue s'encastrer dans une vieille horloge anglaise tout en verre, donc qui a explosé de partout. Il y avait du sang partout. Ma maman était inconsciente sur le sol. Et je me rappelle juste de mon père qui criait « Retourne à la cave, retourne à la cave ». Et en fait, mon quotidien, c'était ça. Et puis, je me rappelais de choses qui n'étaient pas... J'essayais d'expliquer à ma maman que quand elle partait travailler, mon papa me mettait dans leur chambre et il me mettait devant des films
Et ma sœur n'était jamais là dans ces moments-là. J'étais tout le temps toute seule avec lui. Et non, j'étais pas enfermée, hein. Il était avec moi, il était en haut, il était à côté de moi et oui, il mettait des films qui restait à côté de moi. J'avais 4-5 ans. C'était vraiment les prémices, l'avant-attouchement. Les premiers signes de ce qui allait arriver par après. Je pense que c'est compliqué d'expliquer pourquoi un homme adulte se dit je vais passer mon après-midi à prendre une petite 5-6 ans, 4-5 ans et regarder des films avec elle. Je pense qu'il s'agit plus d'un dysfonctionnement mental, à mon avis, à mon humble avis, que d'une réelle raison, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'en trouve pas de raison à ça. Et donc voilà, il se passait plein de choses. On n'a jamais compris pourquoi j'ai fait pipi la nuit au lit. Pendant des années, j'ai souffert d'énurésie. Je n'arrivais pas à me retenir ni la nuit ni le jour, de toute façon. Donc à l'école, c'était compliqué parce que j'avais des accidents, on ne comprenait pas pourquoi. Et donc on a réellement vécu dans ce climat de violence pendant 10 ans. Et un jour, je vais à l'école, comme tous les jours. Sauf que ce jour-là, je pense que tout a basculé dans ma vie parce qu'il faut savoir que pour moi, tout ce que je vivais était totalement normal. Je n'avais pas d'autres modèles de famille, je n'allais pas aux anniversaires des copines, je n'allais pas dormir chez des gens, donc je ne pouvais pas en fait voir comment ça se passait dans les autres familles. Et donc pour moi, c'était totalement normal de se faire taper dessus tout le temps, de se faire insulter, de se faire rabaisser, de voir sa maman rouer de coups à chaque fois. Pour moi, c'était devenu totalement... J'étais née là-dedans, c'était ma normalité. Pour moi, ça se passait comme ça, partout. Moi, j'étais persuadée que les autres camarades de ma classe, quand ils avaient une mauvaise note, ils rentraient chez eux et ils se faisaient frapper. Pour moi, c'était normal. Et ça l'était pas. Et tous ces éléments ont fait que on allait même à l'école, mais à l'école c'était tabou. À ce moment-là, on ne parlait pas en fait des violences intrafamiliales. Ça n'existait pas. Ça existait, mais on ne pouvait pas en parler. Et donc, par exemple, quand on arrivait à l'école avec des bleus, des hématomes sur nous, nos parents mettaient un mot dans le journal de classe en disant que on était tombé dans les escaliers ou qu'on était tombé à vélo, et ça passait. Alors, je ne sais pas si tout le monde y croyait, mais en tout cas, ça passait. Toute la violence qu'on pouvait vivre dans la maison, soit elle n'était pas vue, ou soit même si elle était vue, elle était totalement occultée, parce que je pense que d'apparence, on était vraiment parfait, et donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de ce qui se passait à l'intérieur. Et puis finalement, ma sœur, qui est 5 ans plus âgée que moi, elle n'avait pas la même façon de voir les choses, forcément de par sa maturité qui était différente de la mienne. Et elle a décidé de parler, de raconter ce qu'on vivait à la maison. Et ce jour-là, en fait, c'est pas mes parents qui sont venus me chercher à l'école, c'est la police. Et ils m'ont fait comprendre que je ne retournerai plus jamais chez moi. Et j'ai été placée ce jour-là. Donc c'est ce jour-là que j'ai commencé mon parcours institutionnalisé. J'avais 9 ans et demi, j'allais à l'aube de mes 10 ans, et quand j'ai été placée, j'avais 10 ans accomplis. Ce qui s'est passé, et ça je m'en suis rappelée bien plus tard, je me rappelais de la violence, je me rappelais des coups, je me rappelais des cris, je me rappelais vraiment des scènes fortes de ce qu'on pouvait vivre, je me rappelais des films, des choses un peu, mais je comprenais pas pourquoi il y avait plein de choses dont j'arrivais pas à me souvenir. Je comprenais qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, je ressentais des choses, mais j'arrivais pas à mettre des mots, à expliquer finalement. Et personne ne me parlait. Je voyais tout ça avec mon regard d'enfant, mais aucun adulte ne prenait le temps de m'expliquer. Voilà, il se passe ça dans ta vie, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a découvert. Non. Et en fait, à un moment donné, je décide, donc il y a 5 ans, de faire une séance d'hypnose. Parce que je fais de plus en plus de cauchemars, je dors très mal la nuit, je repense à des choses de mon enfance et je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc je vais à cette séance et en fait là j'ai des tonnes et des tonnes de souvenirs qui me reviennent de tout ce que j'ai vécu et je commence à pleurer et je sors de là et j'appelle ma sœur à qui je n'avais plus parlé depuis quelques années. J'appelle ma sœur et je lui dis écoute, je sais que j'ai vécu ça. Dans ce que j'ai vu, tu étais là. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça ? Est-ce que ce soir-là, il m'a vu et tu étais à côté et tu m'as regardé ? Elle m'a dit oui. Et je pense que au moment où elle m'a dit oui,
Tout mon monde s'est effondré, tout ce que j'avais essayé de reconstruire, tout s'est réeffondré et je me suis dit mais en fait il n'a pas fait que me taper. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des pièces du puzzle et à me dire mais en fait j'étais toujours merveilleuse, etc. parce que il voulait pas abîmer son objet. Donc elle me confirme en fait finalement ce que je sais d'une certaine manière parce que pendant toute mon adolescence, j'ai eu des déviances sexuelles, j'ai fait des choses qui sont pas normales finalement dans ma et sans comprendre finalement le pourquoi, juste en me disant je suis comme ça, je dois être comme ça, et sans me rendre compte que non, tout ça venait de tout ce qu'on m'avait fait vivre. Mais par exemple, quand j'avais déjà 11-12 ans, ce qui est quand même relativement très jeune finalement, j'avais ce besoin d'aller voir des vidéos sans comprendre finalement pourquoi. Je me masturbais avec des objets qui n'étaient pas du tout adaptés ni à mon âge, ni à cet effet finalement, et j'en arrivais à me faire saigner. C'est-à-dire que j'avais 12-13 ans et je me masturbais et je m'arrêtais seulement quand je voyais que j'avais réussi à me faire saigner sans finalement comprendre pourquoi, parce que tu peux pas réellement cerner et comprendre pourquoi tu poses ce genre d'action quand tu as 12 ans, 12-13 ans et que tu es censé seulement découvrir à ce moment-là ta sexualité. Seulement découvrir à ce moment-là ton corps, sauf que tu ne peux pas le faire normalement parce qu'en fait, ton corps, on te l'a déjà pris. Ta virginité, on te l'a déjà pris. Et la découverte de toi, on te l'a déjà volé aussi finalement. Et donc, dans cette conversation avec ma sœur, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, les tenants et aboutissants. J'ai des réponses qui sont très vagues, mais j'ai quand même finalement un bout de réponse. Et elle me dit j'ai essayé de le dire, mais personne ne m'a écoutée. Et puis j'ai arrêté parce que j'avais peur. Et finalement, sur le coup, ça a été de la colère, ça a été « mais comment ça, t'avais peur et moi, t'as pas pensé à moi ?» Et puis tu te dis « mais prends du recul » et tu te dis « mais finalement, moi j'avais 4-5 ans, ça fait qu'elle avait tout au plus 9-10 ans. Et comment tu veux à 9-10 ans te positionner, voir qu'on vit ta petite sœur juste devant toi et pouvoir te dire « je vais faire quelque chose » alors que mon père était clairement en train de lui dire « si tu parles, je te tue ». C'est pas arrivé qu'une fois. Et donc là, elle m'a expliqué que c'était arrivé à plusieurs reprises, mais qu'elle n'était pas toujours là, qu'il y avait des fois où, quand elle regardait la télé en bas, elle le voyait monter pendant des heures et des heures avec moi en haut. Et là, je pense que ça a été vraiment la chose qu'elle m'a dit qui a été le plus bouleversant. Elle m'a dit « mais maman le savait ». Elle me dit « maman le savait ». C'est même maman qui t'envoyait à la salle de bain, prendre ton bain avec lui. Comment vous pouvez expliquer que là, encore à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous décrire parfaitement l'anatomie de cet homme. Tellement je l'ai vu, rêvé, revu, ça m'a tellement marqué. Et à partir de ce moment-là, mes rêves ont commencé à devenir beaucoup plus concrets. Je revivais en fait les scènes, c'était plus abstrait. Je revivais les scènes, je revoyais les décors, les couvertures, des choses que j'ai vues de ma maison, de ma chambre d'enfant, et je le voyais très clairement arriver sur moi et abuser de moi à plusieurs reprises. Et donc finalement, je comprenais pourquoi moi j'étais moins battue, j'étais moins sollicitée à autant de violence physique, verbale que ma sœur, parce que ma sœur, par exemple, il n'a jamais abusé. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a un peu plus marqué qu'un autre ? C'était le jour où j'étais dans la chambre et il était sûrement en train de me violer. Et je tournais la tête et j'ai vu ma sœur. Et ça a été vraiment pour moi c'est ce qui m'a le plus choquée et que j'ai le plus remémoré. Un des souvenirs qui m'a aussi le plus marqué, c'était, comme je vous l'ai dit, on vivait dans une famille qui était très aisée. On avait énormément d'argent, on avait les moyens de voyager, on avait les moyens de s'instruire. Donc j'allais à l'école, j'allais au catéchisme, on voyageait beaucoup. Mon beau-père, qui était mon père, avait ses parents qui habitent aux États-Unis. Et donc lui avait la double nationalité américaine, ce qui a toute son importance. Donc on partait à chaque fois pendant les vacances en Floride, on passait nos vacances chez papy et mamie, et ça je me rappelle que c'était vraiment les meilleurs moments de mon enfance parce que donc mon papy, le papa de mon papa, était contre la violence. Et donc c'était finalement les seuls moments de l'année où on pouvait être sûr, ma sœur et moi, qu'on n'allait pas se faire frapper, qu'on n'allait pas se faire insulter, qu'on allait vivre une vie totalement normale. Je veux dire parce que on était choyés, mais finalement dès qu'on sortait de ce cocon qui ne durait qu'un mois sur 12, on repartait dans notre enfer.
Et mon père était quelqu'un, tu aurais pu lui donner le bon Dieu sans confession, comme l'expression le dit. Il était avenant, il était gentil, il était drôle, il était très charismatique. Il avait ce don d'arriver dans une pièce et d'amener la lumière. Et donc c'était décontenançant parce que quand tu vois une personne comme ça, tu peux pas te dire « cet homme rentre chez lui et va violer une fille qui n'est même pas la sienne, qui est la fille de la femme qu'il a épousée ». Donc il s'est dit « je vais me remarier avec une femme qui a déjà 2 enfants et plutôt que d'en prendre soin, ben finalement je vais les battre, je vais les martyriser ». C'est tous des exemples, mais je pouvais... un des exemples de choses qui nous a fait vivre et qui vraiment m'a marquée, je pense qu'un enfant ne devrait jamais vivre ça avec son âme d'enfant. J'avais un chien, un animal de compagnie, et je pense que tous les enfants, quand ils ont un animal de compagnie avec lequel ils ont vraiment un attrait très particulier avec lui, ben, il y a un lien. Voilà. Et d'autant plus, je pense, quand on vit dans des milieux familiaux très compliqués comme le mien, on se raccroche d'autant plus à des petites choses du quotidien, mais qui nous semblent tellement sécurisantes. Et un jour, en fait, il était en colère, il faut savoir qu'il travaillait dans le bâtiment, donc il avait la tenue, les chaussures adaptées, etc. Et il avait son entreprise qui était collée à la maison, et donc les animaux, évidemment, ne pouvaient pas rentrer dans l'entreprise, ce qui me paraît logique, etc. Et un jour, on n'a pas fermé la porte, et malheureusement, mon chien est parti dans l'entreprise devant. Et là, il est sorti avec mon chien dans la main, il l'a lâché et il lui a donné un de ses coups de pied que finalement mon chien est mort d'une hémorragie interne. Et ce genre de petites banalités, ce que j'appelle maintenant des banalités, était mon quotidien. C'est-à-dire que la violence, les cris, tu n'y arriveras pas, regarde-toi, regarde ta mère c'est une pute. C'était mon quotidien. C'était devenu mon bonjour. Et donc finalement, quand je repense à mon enfance, les seules choses positives que je peux en tirer, c'est pas du tout dans ma famille. C'est tout ce que j'ai pu faire ailleurs, tout ce que j'ai pu vivre à l'école, tout ce que j'ai pu vivre en stage, tout ce que j'ai pu vivre finalement à l'église. Ce genre de moment où il n'y avait pas de violence, où on était protégés. Mais dès qu'on repassait le cap de la maison, c'était horrible en fait. Et puis il y a les jours où il y a les grosses crises, où il y a les grosses disputes. Et là, on prend les objets et on les traverse, on les balance à travers la pièce. Et il y a tout qui casse dans la maison. Et puis tes parents, ils crient. Et toi, tu es là et tu vois du sang. Et du coup, on essaye de te cacher, mais sans te cacher, et on te dit « va t'enfermer à la cave », mais tu peux rester pendant des heures à la cave. On peut rester pendant toute une nuit complète et on ne sort pas avant le lendemain matin. Et je me rappelle ma sœur qui me disait « ne bouge pas, ne bouge surtout pas ». Et moi, j'avais déjà un peu plus cet esprit de rébellion qu'elle, et je lui disais « mais non, maman, on ne peut pas laisser maman, on ne peut pas laisser maman ». Et elle me faisait comprendre que pour nous, pour notre bien, on ne bouge pas. Et ça pouvait durer des heures et des heures et des heures. Et c'était comme ça tout le temps. Je n'ai même aucune idée de combien de fois il a pu me violer, à quelle fréquence. Mais tout ce que je sais, c'est que ça arrivait plus d'une fois, parce que j'ai plusieurs scènes en tête. J'ai une scène dans la salle de bain, où j'étais dans la baignoire, et où concrètement, il prenait ma main, et il me faisait toucher ses parties intimes, et ça durait longtemps. Ça, je m'en rappelle. Ça durait très longtemps. Et cette scène dans le lit, et puis l'autre où je me revois devant ce film à lever la tête. Et donc j'étais vraiment assise. Il m'avait mis au sol, donc il y a une sorte d'arche devant le lit de mes parents. Et donc il me met au sol devant la télé, donc la télé est dans le coin. Et je me retrouve face à ces images, sans comprendre finalement, parce que évidemment maintenant je l'appelle film. À ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de regarder. Je vois juste des personnes qui sont toutes nues devant moi, et sans comprendre pourquoi elles sont toutes nues. Et je le vois, lui, à côté de moi, me regarder. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Et moi, c'est des choses dont je ne parlais jamais. Là, à ce moment-là, il me regardait. Il me regardait, moi, regarder devant le film. Et moi, tout ça, j'en parlais pas. Déjà, la relation avec ma maman était... C'est compliqué de bâtir une relation de confiance avec une maman qui est elle-même sous l'emprise de quelqu'un d'autre, qui elle-même est battue, qui finalement tu ne sais pas de quel côté elle est. Tu ne sais pas si
Si tu vas lui parler, tu ne sais même pas si elle va te croire. Et puis déjà, tu comprends pas tout ce qui se passe, mais quand tu comprends certaines choses, tu sais pas si elle va te croire. Si tu lui dis, parce que il y a les moments où il faisait ça, elle n'était pas là. Donc ma sœur m'a dit qu'elle était au courant de certaines choses, mais les moments où moi je le revois sur moi, où moi je le revois avec moi, j'ai aucun souvenir de voir ma mère dans la pièce ou dans les parages. Et donc moi, en tout cas dans mon esprit, elle n'était pas là quand ça se passait. Et c'est seulement après, quand tu grandis, que tu te développes, que tu essayes de comprendre, qu'on te parle de consentement. Parce que moi, enfant, on ne m'a jamais parlé du consentement. Et là, tu te dis, mais moi, quand j'étais petite, j'ai vécu plein de choses et j'ai jamais été d'accord de les vivre. Et c'est là où tu commences à faire des liens, en fait. Et tu te dis, mais attendez, si là, vous me parlez de consentement, là, le consentement, finalement, ça concerne qui ? Ça concerne quoi ? Et on te dit, ça concerne tout le monde. Donc, tu te questionnes. Tu te dis, mais si ça concerne tout le monde, ça concerne mes parents. Et on te dit que oui, et donc tu te dis, mais en fait, mes propres parents n'ont pas respecté mon consentement. Je n'ai jamais été respectée. Et donc, c'est très difficile de se construire en tant que personne après ça. De ce que j'ai pu avoir comme confirmation autour de moi et de ma famille, le premier abus, j'avais 4 ans. Donc la première que j'ai vécue, j'avais 4 ans. C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir à se visualiser devant vous un enfant de 4 ans, dans toute son innocence, et de se dire que cet enfant peut déclencher un tel désir chez un adulte et que lui n'a tellement pas de limite qu'il va oser passer cette barrière et se dire ben oui, je vais avoir un acte avec elle. Quand j'ai appris du coup que ma maman était au courant de tout ce que j'ai vécu, ça a été beaucoup d'incompréhension, surtout au début, parce qu'en étant à ce moment-là déjà en plus moi-même maman, j'ai souvent entendu cette phrase qui me disait non mais tu comprendras quand tu seras parent. Et à ce moment-là, j'étais parent et pourtant j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu accepter ça. J'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait savoir qu'elle partait travailler, qu'elle laissait ses filles à la maison, qu'elle savait que dans tous les cas, même si elle peut dire qu'elle n'était pas au courant, qu'on se faisait violer, etc., mais la violence physique, elle la voyait, la violence psychologique, elle la voyait, tous les moments où il nous tapait dessus, etc., elle était là, elle nous voyait, donc elle pouvait pleinement envisager et imaginer ce qu'on pouvait vivre en son absence, et elle nous laissait quand même avec lui. Elle partait travailler, etc. et elle nous laissait avec lui. Et donc ça a été vraiment énormément d'incompréhension, de colère. C'était beaucoup de colère. Et en fait, je parle au passé, mais non, c'est beaucoup de colère. Parce que je ne pense pas pouvoir un jour passer au-dessus ou pardonner ma mère pour ces choses-là, même à l'heure d'aujourd'hui, en étant moi-même plus construite. Parce que se dire que la personne qui nous a portés, qui nous a mis au monde, qui est là pour nous protéger, nous aimer. Finalement, c'est cette personne qui nous a mis en danger, qui savait qu'on était en danger, mais qui n'a rien dit et rien fait. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si elle avait participé d'une certaine manière à ça. Parce que ne pas en parler, nier les faits et juste se cantonner à se dire « Oui, mais j'ai une sécurité financière, j'ai une maison, j'ai un mariage », je rentre dans les cases sociales, c'est finalement plus important que la sécurité de mes enfants. Et du coup, un jour, je pars à l'école, je passe une journée, tout ce qu'il y a de plus lambda. Et puis, c'est pas mes parents qui viennent me chercher comme d'habitude. Donc, je me retrouve avec 2 policiers qui m'expliquent en fait qu'une enquête était menée depuis quelques semaines. Évidemment, tout ça avec des mots d'enfant, pour parler à un enfant. Et que eux, en fait, ont fait une enquête suite aux dénonciations de ma sœur. Donc, c'est ma sœur qui a commencé à parler et raconter de tout ce qu'on pouvait vivre en intrafamilial. Et ce jour-là, en fait, le juge a tranché sur le fait qu'on était immédiatement retirés de notre famille. Et donc, ce jour-là, ils sont venus me chercher avec des affaires. Et c'est le dernier jour où je suis partie de chez moi parce que je ne suis plus jamais retournée chez moi. Et c'est ce jour-là que mon parcours institutionnel a commencé. Je pensais vivre des moments compliqués. Non,
Non, c'était pas si compliqué que ça par rapport à ce qui m'attendait dans la vie en foyer. Je pense que personne ne peut être préparé à cette vie-là, à ce genre de vie. Surtout quand tu viens d'un milieu où tu as grandi dans une famille. Tu as toujours eu à manger dans ton assiette sans souci, sans jamais te poser de questions, en tout cas pour ma part. Mes parents faisaient quand même attention à ce que j'ai suffisamment d'habits, à ce que mes habits soient propres, à ce que je puisse avoir accès à des activités extrascolaires, ce genre de choses. Clairement, quand tu tombes dans le système, tu oublies. Il n'y a pas assez de budget et il n'y a pas assez de place. Donc tu te retrouves en fait ballotté et du jour au lendemain, toute ta vie se retrouve dans 2 valises. En Belgique, en tout cas, le système est très mal fait. Il y a très peu de place finalement dans nos foyers, dans nos centres d'accueil. Et donc ils ont mis en place ce qu'on appelle des centres d'accueil d'urgence. Et donc les centres d'accueil d'urgence, c'est des centres qui peuvent accueillir des jeunes sous un mandat de 2 fois 20 jours. Donc ça veut dire qu'au bout de 40 jours, dans tous les cas, le jeune est obligé de quitter l'établissement pour ailleurs. Et donc moi, c'est comme ça en fait que j'ai commencé mon parcours institutionnalisé. Donc j'ai été placée dans un premier foyer qui a pu m'accueillir 40 jours. Alors là, tu débarques dans un monde qui est totalement nouveau. Tu vois des éducateurs. Donc tu ne vis plus avec les mêmes personnes, c'est à chaque fois des personnes différentes. En général, c'est des équipes de 6-7 éducateurs, donc c'est des personnes différentes à chaque fois. Tu te retrouves dans une vie où vous étiez peut-être 2-3 à la maison, dans un centre où vous vivez à 10. Tu te retrouves avec 10 jeunes que tu ne connais absolument pas, qui ont finalement toutes les mêmes problématiques ou pire que les tiennes. Donc en fait, tu te rends compte bien plus tard que vous êtes 10 jeunes, mais 10 jeunes problématiques dans la même maison. Et donc en fait, tu passes un peu d'un foyer à un autre, et puis jusqu'au moment où il te trouve une place à ce qu'on appelle plus long terme, donc des contrats de 3 mois, et parfois des contrats, si tu as de la chance, d'1 an. Et sont très rares les foyers qui peuvent t'accueillir pendant des années et des années. Il y en a, mais les places coûtent extrêmement cher et il n'y a pas assez de places par rapport au nombre d'enfants qui sont placés chaque jour, en tout cas en Belgique. En parallèle, au début de mon placement, du coup, il y avait le procès de mon beau-père qui s'est enfui aux États-Unis de toute façon, donc qui n'a jamais pu être jugé et qui vit en totale liberté jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, tu allies entre cette nouvelle vie que tu ne connais pas trop, ton ancienne vie qui n'est pas totalement finie et tous ces tenants et aboutissants. Donc je dirais que les 2 premières années de placement, c'était plus de l'adaptation, de la découverte de ce monde et de comment ça allait fonctionner. Et puis arrivent mes 12 ans. Et moi, je suis une fille et je suis dans un pavillon où on n'accepte pas les filles de plus de 12 ans. Et donc, ce qui veut dire automatiquement, de toute façon, replacement. Et donc là, j'arrive dans ce que j'appelle, moi, à l'heure d'aujourd'hui, le foyer de l'enfer. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, que ce que j'ai pu vivre ou voir là-bas. Et donc, j'arrive là-bas à 12 ans et sont placées dans ce foyer des filles entre 12 et 18. Et donc, j'arrive là en étant la plus jeune, puisque toutes les filles qui étaient déjà placées avaient déjà entre 15 et 17 ans pour la grande majorité. Et donc moi j'arrive là en étant la plus jeune et aussi peut-être finalement une des plus naïves, parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours ont été placées alors qu'ils étaient tout bébés ou qu'ils étaient tout petits. Et donc finalement, ils ont grandi dans ça et c'est devenu tellement une normalité pour eux que ça ne les choque même pas. Mais moi, pour avoir grandi dans un milieu et un contexte familial qui est totalement différent, qui est plus ou moins, on va dire, même s'il est hors des normes, il reste plus classique, là par contre, tu découvres un monde qui est totalement aberrant. Par exemple, c'est tu penses que tu vas pouvoir t'habiller pour aller à l'école. Oui, tu peux. Mais tu as un budget de 100 € par an. Donc 100 € par an, même à l'époque, il y a 10 ans, c'était clairement pas assez que pour pouvoir m'habiller finalement dignement. Mais ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas d'argent, les repas sont restreints.
Tu ne manges pas à ta faim parce que... Mais il n'y a pas suffisamment d'argent, etc. pour pouvoir... Il n'y a pas de repas fait maison. Il faut oublier, on mange des barquettes, on mange des lasagnes toutes faites, on mange des repas tout faits. Il n'y a pas question de pouvoir préparer un repas fait maison, etc. parce qu'il n'y a pas les financements pour. Il y a beaucoup d'activités parce qu'il y a énormément de financement pour les activités des jeunes, etc. Mais tout ce qui est dans la vie au quotidien, il n'y a pas de moyens. Et ça, c'est que l'aspect finalement financier. Et au-delà de ça, il y a l'aspect pratique. C'est-à-dire que comme dans tout métier, il y a des bons et il y a des moins bons. Et moi, je suis tombée sur certains éducateurs où tu te demandes, mais pourquoi vous êtes devenu éducateur ? Pourquoi vous avez choisi ce métier-là ? J'ai des souvenirs dans ce foyer-là particulièrement. J'étais avec une jeune qui était un peu plus âgée que moi. Et il y avait un local à chaussures quand on rentrait dans le foyer parce qu'il fallait enlever ses chaussures pour rentrer, etc. Et elle s'est abaissée à ce moment-là. Et quand elle s'est abaissée, on a vu un bout de son sous-vêtement. Et puis voilà, on était 3 dans ce local à chaussures. Donc il y avait elle, il y avait moi, il y avait l'éducateur. Et puis l'éducateur passe et la voit. Et donc elle est là, abaissée, en train d'essayer de remettre sa chaussure avec son sous-vêtement qui dépasse. Et moi, je vois la scène, mais sans plus. Et puis il y a l'éducateur qui arrive et qui lui dit « Mais regarde-toi, grosse pute ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a tellement marquée. Et je me suis dit, mais c'est un éducateur. Et en fait, c'est là que je pense que vraiment, j'ai compris, ça a été très clair dans mon cerveau. Je me suis dit, tu n'as pas quitté la violence. Tu as quitté une forme de violence pour arriver dans une autre forme de violence. Mais tu n'as pas quitté la violence. Quand on arrive dans ce genre de système, c'est la loi du plus fort. C'est soit tu manges, ou soit tu vas être mangé. Et ça, c'est une réalité. C'est quelque chose, si tu l'intègres pas très vite, ça va être très compliqué. Et moi, j'étais la plus jeune, donc forcément, j'étais celle qui devait un peu répondre aux demandes et aux attentes des adolescentes plus âgées. C'est comme ça que j'ai fumé ma première cigarette, parce qu'il fallait faire comme les autres, il fallait rentrer dans le groupe finalement, parce que tu as peur d'être exclue, tu as peur que ça se passe mal avec celles qui sont plus influentes, on va dire. Parce que même si on est 10, en fait, oui, tu as vraiment une sorte de mini-hiérarchie qui se met en place avec les plus fortes, finalement, qui prennent un peu le dessus sur les filles plus faibles. Et moi, il était hors de question que je sois faible. Et donc, je me suis dit, mais ma seule option, c'est de me rapprocher des plus forts. Et donc, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à fuguer. Je partais pendant des jours et des jours, je dormais dehors. Voilà, j'avais 12-13 ans. Et donc, parce que finalement, ce qu'on vivait dans les foyers, c'était au-delà du fait qu'il n'y ait pas de ressources, ce qui est quand même pesant. Faut vivre aussi avec ce que tu vis à l'école, parce qu'à l'école, tout le monde est au courant que tu as été retiré de ta famille, que tu as été placé. Donc finalement, tu perds tes amis, tu perds tes repères, enfin, tu perds tout. Et puis là-bas, c'est en mode... ça dépend un peu de qui mène la danse. Et puis, il y a ce fameux jour où finalement, je rentre de l'école et c'est après les cours. Et puis, on entend un peu... j'étais très copine avec une autre du foyer. Et puis, on entend vraiment les brouhahas au niveau des chambres, au niveau de l'étage où il y a la salle de bain, etc. Puis elle et moi, je pense qu'on a fait la pire erreur de notre vie ce jour-là. C'est qu'on n'aurait jamais dû sortir de notre chambre. Et malheureusement, on l'a fait. Et on est arrivé en fait devant cette salle de bain et puis on s'est rendu compte qu'il y avait les 2 plus grandes qui avaient attrapé une des plus jeunes dans la salle de bain et qui était en train d'abuser d'elle. De la plaquer contre un mur et là en fait donc moi j'ouvre la porte et je vois en fait la scène et je vois cette jeune fille et là j'ai un moment de battement, un moment où je sais plus en fait réagir et j'ai la grande qui me dit soit tu te mets devant et tu nous dis quand les éducateurs arrivent ou soit c'est toi. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que même encore aujourd'hui, je ne pourrais jamais me pardonner. J'ai fermé cette porte. J'ai fermé cette porte et j'avais tellement peur que c'est moi en fait. Et j'ai regardé cette fille qui était avec moi et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et elle m'a dit, mais tu comprends pas ? Ça sera nous les prochaines. Donc on va juste rester là, on va se taire. Et quand ce sera fini, on va partir. Et je suis restée. Et je pense qu'aujourd'hui, cette fille, elle s'en est pas remise et je pense pas qu'elle s'en remettra un jour. Et de me dire que moi, j'ai pu... Je suis désolée.
de moi me dire que j'ai pu participer à ça. Tu as beau avoir 13-14 ans, c'est pas pour autant que tu sais pas que ce que tu fais c'est pas bien. Tu sais que ce que tu fais c'est pas bien, mais tu as tellement peur en fait, tu n'as tellement pas envie de revivre ce genre de choses, que tu te dis non, ce sera pas moi. Et ce jour-là, c'est ce jour-là où j'ai fait ma plus longue fugue. Donc il s'est passé cet événement et puis je me suis dit non, je peux pas, c'est trop pour moi. Et il faut savoir qu'évidemment, j'étais pas la seule à fuguer et donc on se donnait un peu nos astuces entre nous. On a très vite compris. Au bout de la 2e ou 3e fugue, je comprenais pas pourquoi la police me retrouvait hyper vite. À chaque fois que j'essayais de partir, finalement, la police me retrouvait hyper rapidement, etc. Et donc, en fait, en parlant et tout, en discutant, les filles m'ont dit « mais parce qu'ils trianglent ton téléphone. Ils trianglent ton téléphone et donc il leur suffit de repérer la zone dans laquelle t'es et puis ils te cherchent et puis c'est fini. » Et donc à partir du moment où tu comprends cette information-là, ben moi ce soir-là, j'ai pris mon sac et je suis partie, c'était un petit peu avant qu'ils ferment les grilles et donc je suis vraiment partie en cachette. J'ai pris mon petit baluchon et j'ai dit non, je peux pas, c'est trop. Et donc je monte dans un train, il faut savoir que je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'argent, j'ai 13-14 ans, je n'ai aucune idée. Moi, ma seule référence que j'ai là à ce moment-là, c'est le foyer. Donc je ne sais pas chez qui je vais aller. Ma sœur n'a pas été placée dans le même foyer que moi. Je n'ai pas de contact avec elle, on a été séparés. Je n'ai personne autour de moi, je n'ai pas de famille, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'ai pas tout ça. Donc je n'ai aucune idée de où je vais. Mais tout ce que je sais ce jour-là, c'est que peu importe où j'irai, ça sera mieux que là où je suis. Et on avait essayé d'alerter les éducateurs sur certaines choses qui se passaient, etc. Mais c'était pas entendu. Ou alors c'était entendu, mais c'était caché. Mais en tout cas, nous, on n'avait pas l'impression que les choses changeaient. On n'avait pas l'impression que notre vie changeait finalement. Et donc ce soir-là, je pars et je monte dans un train en me disant « ok, je sais pas où je vais, mais tant pis ». Et donc je monte dans ce train et je jette mon téléphone par la fenêtre. Et je me dis au moins, je suis sûre qu'ils pourront pas me retrouver. Et ça a été ma plus longue fugue parce que j'ai fugué pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, vous aviez une jeune fille de 14 ans qui vivait toute seule, qui se débrouillait toute seule et qui faisait tout pour survivre en fait. Et donc à ce moment-là, je commence un peu ma vie de ce que j'appelle vagabonde et puis sauf qu'à un moment donné, t'as faim. Et puis tu te dis, il faut bien que je mange. J'ai quand même eu la chance d'avoir une certaine éducation, on va dire, de par mes parents. Donc j'ai quand même la faculté de pouvoir parler avec les gens, communiquer. En plus, je suis très jeune, je suis quand même une jolie jeune fille. Et donc, c'était pas très compliqué pour moi. Et donc, finalement, très vite, je me fais aborder par un adulte, puis un deuxième, et puis un troisième. Et puis finalement, je tombe sur une femme qui a presque le double, voire le triple de mon âge, et qui me dit, écoute, en gros... je vois que tu es toute seule, viens, tu vas venir à la maison passer quelques temps et puis t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis finalement, c'est comme ça qu'à 14 ans, je commence à me prostituer. Et sans pouvoir me dire à ce moment-là que je me prostitue. Parce que pour moi, à ce moment-là, c'est absolument pas ce que je fais. Pour moi, là, je ne me prostitue pas, puisque je ne suis pas en train d'essayer de gagner de l'argent en plus pour aller m'amuser ou pour... non, je vais vivre chez quelqu'un parce que là... de toute façon, tout me semble moins pire que le foyer. Je vis là-bas, donc c'est chez elle que j'ai vécu pendant ces 3 mois de fugue. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de violence là-bas. Donc elle n'était pas méchante avec moi, ou au contraire, elle prenait vraiment bien soin de moi, j'avais à manger, elle était beaucoup plus âgée, donc pour moi c'était vraiment un repère maternel à mon sens, sauf que le repère maternel te disait le soir, oui mais quand même... Tu vas me faire un bisou avant de dormir, tu vas pas dormir toute seule dans le canapé, moi j'aime pas dormir toute seule, donc tu vas venir dormir avec moi, parce que je t'héberge, donc oui tu vas, et toi tu t'as pas la conscience des choses, donc tu le fais en fait, et tu te retrouves un peu dans des situations où tu te dis bon... ça va être ça ma vie, tous les soirs où on dormait ensemble. C'était tous les soirs où on dormait ensemble et j'étais un peu... Et moi, comme je me cachais de la police, parce qu'il faut savoir qu'en attendant, la police me recherchait, Child Focus me recherchait, parce que quand une mineure s'enfuit, s'échappe d'un foyer, il y a le foyer déclare la fugue à la police et d'office, il y a tout ce qu'il faut, qui est mis en place pour retrouver la jeune. Mais à ce moment-là, il faut savoir que moi, je ne veux pas être retrouvée.
Donc je fais tout pour ne pas être retrouvée. Quand je vois la police, parce qu'on sortait dans la rue, hein, quand je vois la police, je change vite de trottoir, ou quand je les vois au loin, je passe dans la rue à côté pour être sûre qu'ils m'ont pas vue. Je ne veux pas être retrouvée. Pour moi, tout est mieux que de repartir de là où je viens. Sauf que, évidemment, je me rends compte que petit à petit, c'est pas possible toute une vie, ça. Et puis je me fais, au bout de 3 mois, du coup, donc je me refais arrêter, je suis replacée. J'ai beau essayer, tenter d'expliquer ce qui se passe là-bas, même à la police, en disant non, mais vous ne savez pas ce qui se passe là-bas, il y a vraiment des choses, les filles entre elles sont méchantes, elles se tapent dessus, elles se touchent, mais en fait, t'as l'impression que t'es jamais entendu. Ou qu'on t'écoute, mais il n'y a pas d'aboutissement à ça finalement. Il n'y a jamais quelqu'un qui va vraiment faire bouger les choses. Et puis du coup, je leur avais dit pourtant, ne me remettez pas là parce que je vais repartir. Mais en fait, ils n'ont pas de place ailleurs. Et donc, je suis repartie là-bas. Et en fait, jusqu'à mes 15 ans, j'ai fait que ça. Fuguer, revenir, fuguer, revenir, fuguer, revenir. Il faut savoir qu'en parallèle, ma mère était atteinte d'une leucémie. Donc elle était hospitalisée. Elle vivait entre guillemets à l'hôpital pour ses chimios, etc. Donc je n'avais plus personne. Et donc à ce moment-là, je me dis que de toute façon, ça sert plus à rien. Parce que dans tous les cas, c'est soit de cette vie-là ou soit c'est le foyer. Et puis là, on me dit « Ah, enfin, on t'a trouvé une place fixe. » J'ai 16 ans. Et il faut savoir que dans le système belge, l'État fait en sorte que tous les enfants qui sont placés soient mis en autonomie à 17 ans. C'est-à-dire qu'à 17 ans, quand tu es placé, si tu n'as pas de retour en famille prévu et qu'on ne sait pas quoi faire de toi, concrètement c'est ça, on va te mettre en autonomie. C'est-à-dire qu'à 17 ans, on va te prendre, on va te mettre dans un petit studio qui est généralement relié à la centrale du foyer et on va te dire, voilà, maintenant on va t'apprendre à vivre tout seul. Et donc je passe une vie de famille complètement chaotique, à une vie de foyer qui était horrible, à une vie dehors, où finalement je me prostituais pour vivre, à une vie en hôpital psy, à retourner en foyer, et à ce qu'on me dise, tu vas pouvoir de toute façon rester que 1 an, parce que dans 1 an, même pas, t'as 17 ans, et qu'à 17 ans, tu dois apprendre à vivre tout seul. Donc moi, le seul moyen pour moi de pouvoir contacter ma maman ou de pouvoir parler avec elle, c'est soit en me rendant à l'hôpital ou soit en appelant l'hôpital. Et donc ce jour-là, j'étais déjà un peu dans ce système où évidemment je me droguais avec les autres du foyer, je ne fumais pas que la cigarette, j'étais très jeune et puis t'as pas forcément les bonnes fréquentations au bon moment, etc. Et puis arrive ce fameux jour où un garçon a apparemment décidé que son plaisir était plus important que mon consentement. Et pourtant, j'étais déjà plus âgée. J'étais en position, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'étais en position de pouvoir dire non. Mais tout ce que je sais, c'est que je lui ai très clairement fait comprendre que j'étais pas dans mon état, que j'étais pas en état même de pouvoir vraiment consentir. Et puis je me retrouve dans une forêt à me faire abuser clairement, en étant pleinement consciente de ce qui se passe cette fois-ci par ce garçon. Et puis mon premier réflexe, c'est de me dire je dois voir ma mère. Donc finalement, malgré tout ce que tu peux traverser, tout ce que tu peux vivre, parfois tu te retrouves dans une telle détresse que finalement tu te dis mais la seule personne vers qui je peux me tourner de toute façon c'est ma mère parce que j'ai plus qu'elle. Et elle a beau être aussi défaillante que ce qu'elle est, mais c'est ma mère. Et donc finalement, je l'appelle et je lui dis, écoute, maman, j'étais avec ce garçon et finalement, j'ai essayé de lui faire comprendre que non, et je lui dis mot pour mot, et je lui dis, mais il m'a vu. Et elle m'a dit, ça va passer. Elle me dit, ça va passer, c'est la vie, ce sera comme ça. Et ça a été à ce moment-là, c'était le moment où je me suis dit, mais ma mère, elle sera jamais... je crois que j'ai compris, en fait. J'ai vraiment compris que ma mère ne sera jamais une mère. Que ma mère avait beau essayer, mais en fait, elle pourrait pas me donner cet amour, cette protection maternelle. C'était impossible pour elle, en fait.
Et donc je continue ma vie comme je peux et puis je passe une année du coup de mes 16 ans à mes 17 ans dans ce foyer et je pense que ça a été le seul foyer finalement, ou le seul foyer au sens propre comme au sens figuré, je veux dire foyer au sens maison comme au sens les personnes qui y vivent, etc. Les plus saines finalement que j'ai pu rencontrer dans ma vie et à ce moment-là ma vie est très courte, j'ai que 16 ans et pourtant j'ai jamais rencontré une telle bienveillance, une telle compréhension. Et là, je me suis dit, ah cool, super, j'ai trouvé un endroit où je vais pouvoir me sentir bien, je vais pouvoir m'épanouir, etc. Et là, on te remet à la réalité et on te dit, mais chérie, dans 1 an, tu dois être partie. Parce que le projet, c'est qu'à 18 ans, le jour de tes 18 ans, tu es dehors. Alors, ils sont quand même un encadrement dans le sens où ils peuvent pas, le jour de tes 18 ans, te mettre comme ça à la rue. Et donc, c'est d'où l'intérêt de tout ce travail de 17 à 18, c'est qu'ils vont te mettre dans un studio, ils vont t'apprendre à vivre seul. Il y a énormément de choses que les gens banalisent à l'heure d'aujourd'hui, de par leur vie en famille. Moi, personne ne m'a appris à vider une machine à laver. Personne ne m'a appris à entretenir correctement un foyer. Personne ne m'a appris à prendre soin de moi. Tout ce que les parents sont censés apprendre à leurs enfants. Et là, je parle même pas des valeurs profondes. Je parle même pas de l'estime de soi. Je parle même pas du respect de l'autre. Je parle pas de la valorisation. Je parle même juste des principes de base. Pouvoir s'occuper de ta maison, pouvoir gérer de l'administratif, pouvoir devenir adulte finalement. Moi, je n'avais aucun code. Les seuls codes de vie que j'avais jusque-là, c'était survie. Survie, survie et essaye de t'en tirer. Et donc là, on te demande de gérer un appart, de gérer ton administratif. Tu dois tout apprendre en 1 an parce que un petit peu avant tes 18 ans, ils vont t'aider à trouver ton premier studio, en fait. Là où tu vas vivre. Et donc, en général, quand il existe des dérogations, etc. Et puis, quand tu as 17 ans et 11 mois, tu rentres dans ton studio pour qu'à 18 ans, ton mandat s'arrête. Et donc, à 18 ans, en fait, c'est potentiellement d'autres aides qui peuvent se mettre en place. Mais en tout cas, tout ce qui concerne l'aide à la jeunesse, c'est terminé. Tu es majeur, tu te débrouilles, tu es adulte. Et il faut savoir que, par exemple, moi, quand j'ai fait mes erreurs de jeunesse, je prenais le train sans payer, mais j'avais peut-être 10, 11, 12 ans. Attention, parce que le jour où j'ai été majeure, ils sont venus toquer à ma porte en me disant « Mais madame, vous avez des impayés de quand vous aviez, d'il y a 8 ans, avec tous les arriérés du coup pendant 8 années, et le jour où vous êtes majeure, on vient vous les récupérer, on vient vous les réclamer. Donc vous commencez votre vie active, vous êtes censé commencer votre vie active, vous devez déjà de l'argent à l'État. » À ce moment-là, je suis à l'école, ce qu'on appelle chez nous en Belgique encore le secondaire, parce que évidemment j'ai redoublé plusieurs classes, ça a été un parcours scolaire hyper compliqué, parce que comment tu veux bien t'en sortir à l'école quand t'as déjà pas de maison, que tu sais pas forcément où tu vas dormir, non. Finalement, tu crées ton histoire un peu pas à pas, tu dis voilà, je suis majeure, je suis grande, je peux avancer, et je construis un peu ma vie, j'essaye de continuer à l'école, mais c'est pas forcément facile. Et puis à ce moment-là, du coup, tu retombes en fait dans tes vieux engrenages, tu retombes dans ce que tu connais le plus. Et donc à ce moment-là, je retombe dans la drogue, mais vraiment encore plus que ce que je n'ai jamais connu jusque-là, parce que c'est plus facile de m'en procurer, je suis majeure, je peux travailler pour gagner de l'argent. Donc voilà. Et donc à cette période-là, je tombe vraiment dans une période sombre où j'arrête l'école, je fais que sortir, prendre des sniffs, fumer des joints. Et donc, très mauvaise période de ma vie. Et puis un jour, je me réveille et je fréquentais quelqu'un à ce moment-là. Et je me dis non, c'est bizarre, je me sens pas très bien.
Mais j'ai mes règles, tout va bien, tout se passe super bien. Enfin, je me dis ok, je vais quand même par acquis de conscience aller voir mon médecin et puis je vais voir mon médecin traitant qui me dit écoute, ta prise de sang révèle un taux beaucoup trop élevé, donc là il faut tout de suite que tu ailles voir une gynécologue et puis pour la remise dans le contexte, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme, j'ai pas je vis toujours dans un petit cote étudiant tout insalubre qui est pas du tout prêt à accueillir une famille, j'ai pas de formation et j'ai pas prévu d'en faire une. Moi j'ai juste prévu de prendre la drogue et de vivre ma vie et puis on verra en fait, et puis quand je vais mourir ce sera cool. J'étais vraiment dans cette optique là en fait. Moi je voyais pas, j'avais pas d'avenir pour moi. J'étais pas quelqu'un qui pouvait avoir un avenir. Et puis j'arrive chez le médecin, etc. Et elle me dit tu es enceinte et tu es enceinte de 5 mois. Et là j'ai mon monde qui s'effondre autour de moi parce que j'ai jamais eu de désir de maternité. Je me voyais même pas forcément avoir un enfant. Je réfléchissais même pas spécialement à ça. Et puis on va me dire oui, mais tu connaissais pas la contraception, etc. Alors pour ceux qui apprennent la contraception à l'école, moi j'allais à l'école 1 jour sur 2 et en plus de ça, j'avais pas de famille et au foyer, sincèrement, c'est pas comme s'il y avait énormément de communication. Donc oui, je connaissais les bases de la contraception. Maintenant, de savoir que tu pouvais quand même tomber enceinte parce que tu faisais un oubli de pilule, non, concrètement, j'en avais aucune idée à ce moment-là. Et pourtant, j'étais déjà bien majeure. Et j'avais plein de connaissances sur plein de choses, mais pas sur ça. Et puis là, je me dis, ok, c'est compliqué. C'est super compliqué. J'apprends que je suis enceinte et la même semaine, je reçois un courrier des pompiers qui me dit que le bâtiment dans lequel je vis a été jugé insalubre et que donc on a en fait un ordre de quitter le bâtiment. Et là, je me dis, d'accord. Donc là, en 1 semaine de temps, j'apprends que je vais avoir un bébé et que je suis à la rue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Et à ce moment-là, j'ai énormément de chance parce que la personne avec qui je suis me dit, écoute, ça va aller, t'en fais pas. Je vais commencer à travailler et ça va bien se passer. Et en fait, au moment où il me dit ça, j'ai ce déclic dans ma tête de me dire, mais oui, c'est pas grave en fait. Tu voulais pas, c'était pas voulu, mais il est là. Et en fait, ça sera la plus belle chose maintenant que tu auras dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, toi, t'as pas eu de vie. Et on te l'a volé, on te l'a prise. Tout ce qu'on a pu te prendre, on t'a pris. Toute ton innocence, tous tes souvenirs d'enfance, tout ce qui est censé être beau en fait finalement dans une vie d'un enfant, d'un adolescent, on te l'a volé sans même rien te demander. Et toi aujourd'hui tu portes un enfant et il va arriver. Et mon enfant je l'ai appelé Gabriel parce que pour moi c'est sincèrement la signification de l'ange qui est venu me sauver, qui a fait en sorte que je me dise waouh, ma vie ne sera pas toujours ça. Je vais me relever. Et je vais faire en sorte que cet enfant ne connaisse jamais ce que moi j'ai pu connaître, qu'il ne passe jamais par tout ce que moi j'ai pu vivre en fait. Et donc il est arrivé, et quand il est arrivé, ça a été vraiment le bouleversement de ma vie. Et en très peu de temps, en fait, j'ai retrouvé un appartement, j'ai repris des études, j'ai eu une vie amoureuse très mouvementée et très compliquée pendant des années et jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'en ayant ce genre de parcours atypique, c'est pas spécialement étonnant. Et puis finalement, j'ai continué ma vie avec lui. Et puis j'ai fait d'autres rencontres et j'ai fini par avoir une paire de jumeaux après. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis enceinte de jumeaux, le papa me laisse tomber, donc j'ai déjà un enfant. Je vais me retrouver avec 3 enfants, sans papa. Qu'est-ce que je fais ? Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je ne reprendrais pas des études supérieures ? Je me suis sûrement dit que c'était la meilleure des choses à faire enceinte. Et je pense qu'en effet, ça a été la meilleure des choses à faire puisque maintenant je suis diplômée. J'ai réussi mes études supérieures. Il me reste juste un travail à rendre et puis tout sera bouclé. Et j'ai élevé mes enfants. Mes enfants sont dans un foyer qui n'a pas tous les codes, je pense, d'une famille, mais je leur apporte en tout cas énormément d'amour, de respect, d'écoute et de stabilité. Donc mes enfants ont un foyer où personne ne les touche, où je leur parle du consentement, même à leur âge, où je leur dis, même depuis très jeune, je leur dis que personne n'a le droit
de les toucher. Même les gens de notre famille, mes amis, les tatis, les tontons, je leur ai bien expliqué que personne n'a le droit de les toucher, de venir dans leur lit, de leur demander des câlins s'ils n'en ont pas envie. J'ai vraiment essayé de ne pas reproduire sur mes enfants, en fait, tous les traumas que moi j'avais pu vivre et traverser de toute ma vie. Et alors, ils sont très jeunes aujourd'hui, mais j'essaye à leur échelle de leur expliquer aussi mon histoire pour qu'ils conscientisent et qu'ils aient vraiment le respect de l'autre et qu'ils se rendent compte que oui, en tant qu'être humain, les actions qu'on pose, les mots qu'on dit, tout ça a un impact et a un impact réel sur la vie de quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, sans même s'en rendre compte, on a le pouvoir de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Et donc c'est très important de faire attention finalement à comment on vit soi-même, parce qu'on a beau se dire « Oh, mais les autres, c'est pas grave, mais les autres, c'est pas grave, l'important, c'est moi ». Alors oui, certes, avec le temps, on se rend compte que l'important de notre vie, c'est nous-mêmes, mais on se rend compte aussi qu'on ne peut pas s'aimer nous-mêmes sans apprendre à faire attention aux autres. Et c'est le cheminement le plus dur, c'est de pouvoir se relever et de se dire « Aujourd'hui, je décide que ma vie, ça ne sera pas toujours ça ». Et je pense que c'est l'étape la plus importante.